amis de la culture, salutations et bienvenue dans votre espace culturel, le Café des Arts, le lieu où se rencontrent écrivains, dramaturges, essayistes et tous ceux qui contribuent de près ou de loin au rayonnement de l'identité culturelle algérienne. Pour ce numéro du jour, mesdames et messieurs, un numéro assez spécial, un numéro consacré à un grand chercheur et passionné de la culture algérienne en général. Un chercheur qui a notamment édité tout un ouvrage consacré aux proverbes algériens et notamment son emploi dans la culture de l'entreprise. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir avec nous. Il sera parmi nous dans un tout petit moment pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite, juste après ceci. Retour au plateau, mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, l'écrivain, chercheur et passionné de culture algérienne, Monsieur Mohamed Benrached. Monsieur Benrached, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui au Café des Arts. Merci à vous de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Comment vous oubliez, monsieur, vous êtes quand même une figure oranaise dans le domaine de la recherche, notamment dans tout ce qui touche au proverbe algérien et son inclusion dans le domaine de l'entreprise, c'est déjà un domaine assez fascinant. Je tenais absolument à faire ce numéro avec vous aujourd'hui. Je vous en remercie quand même. Merci à vous. Alors, monsieur Benrached, comme je viens de le dire, c'est quand même un sujet assez fascinant. Comment est née justement cette passion dans la recherche, pour la recherche et la collecte des proverbes algériens, au point d'en faire tout un recueil dont nous allons parler d'ailleurs? Ça remonte à ma jeunesse. D'accord. Donc j'étais enfant lorsque j'accompagnais mon père à Mdi Jdida, dans les halqat, où il y avait des meddah, des ghennaï, des gouels. Oui. Bon, mon père était très féru de ce genre de la littérature, disons, orale, Oui. la tradition orale. Et moi, bon, je n'y comprenais absolument rien. Mais on dirait que quelque chose s'est implanté dans mon esprit, Oui. parce qu'en prenant de l'âge, à l'âge de l'adolescence, j'ai commencé moi-même Oui. à en utiliser. Mais je les utilisais souvent très mal à propos, parce que je ne connaissais pas le sens profond. D'accord. D'accord. Et puis, je suis allé donc à l'université, et à l'université, Oui. nous avions un ouvrage de Chinua Achebe, qui est un écrivain nigérian, et intitulé Things Fall Apart, c'est-à-dire le monde s'effondre, Oui. en français. Et le prof nous avait demandé de trouver des équivalents algériens aux proverbes nigériens exprimés en anglais dans le livre, dans le roman. D'accord. Et c'était le professeur Sidi Mohamed Lakhdar Barka. Donc, en tant que groupe, nous avons cherché et nous avons essayé de trouver des débats très houleux entre nous pour parvenir justement à un résultat, le parfait, un recueil oui. pour fixer. Oui. Et puis c'était notre prof, Lakhdar Barka, qui en avait fait la synthèse, etc. Oui. Quelques années après, je suis devenu enseignant. Et donc c'est à partir de là que ma carrière de formateur a commencé. Donc on avait des techniciens supérieurs et des ingénieurs. Et alors j'enseignais l'anglais technique. Et comme je le répète souvent, j'explique un concept pendant 10 minutes et on avait souvent quelqu'un dans la salle. C'était des groupes qui n'étaient pas nombreux, hein. Ce n'était pas les classes de lycée, mais des groupes de 15 à 20 personnes. Et il me dit, Cheikh, et il me lançait un proverbe. Et je dis, c'est pas possible. Il a résumé En une phrase. un concept, un processus parfois. Oui. En un proverbe. Et oui, Oui. cela m'a rappelé que lorsque j'étais au Technicum al-Khawarizmi, il y avait un prof de forge, parce qu'on faisait de la forge, D'accord. et il nous avait expliqué, il voulait nous faire parvenir à comprendre
la trempe. La trempe, c'est un processus métallurgique pour durcir le fer. Oui. Il a pris 2 limes. 2 limes. Et il a fait ça sur un papier blanc. Et il nous a dit Chefto, Mabrad. Et nous avons répondu Mais Hukm Mabrad. Parce qu'il n'y avait rien qui tombait. Et il nous a regardé, il nous a dit Je vais vous démontrer que Mabrad est Hukm Mabrad. Et il a pris donc l'une des limes, il l'a mise dans le four, bon, il a ce qu'on appelle un recuit, donc il l'a recuite, etc. Puis il est venu, tac, 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 et il y avait de la limaille de fer. Ça veut dire que cette lime qui a été chauffée avait perdu sa dureté. Nous, on était ébahis. Et puis, il nous a regardé avec le sourire, il a dit ce Boudinar, il a dit eh ben maintenant, je vais vous montrer que je doute d'un qu'il a عندهم الحق. Et il a, je sais pas, bon, il a fait un autre traitement thermique et le même processus, il n'y avait aucune limaille. Donc, et puis, quelques années après, dans une salle de judo, disons, le fils du propriétaire de la salle, c'était quelqu'un d'un peu vicieux, donc il ne s'entraînait pas, il ne faisait pas l'échauffement, etc., pour pouvoir être plus en forme que les autres. Un jour, il est tombé sur quelqu'un de costaud, et comme il était à froid, il s'est cassé la clavicule. Et le coach, Dr. Khair Ben Mohamed, il vient et me dit شفت كي باللارج جاي يسلم على ولده عماه. Donc, toutes ces réminiscences, Ça s'applique à tout. Hein. absolument, toutes ces réminiscences ont fait que j'ai poussé un peu plus loin ma curiosité. J'ai pris donc des Ça a été une notes. sorte de déclic. Pardon? Ça a été une sorte de déclic. Oui, c'est le déclic, oui. Enfin, c'est une série en quelque sorte. Oui, exactement. C'est une série d'événements qui ont fait en sorte. Qui ont provoqué le déclic. Oui. Et là, j'ai pris donc mes notes, parce qu'à chaque fois je prends des notes. Aujourd'hui, je vais prendre des notes d'ailleurs quand je vais à la maison. Mais vous notez tout. Hein. Ah oui, même l'entrevue de la dernière fois, elle est notée. Hein. Pas de ça là, il n'y a pas de problème. Avec mes impressions et tout. Et donc, voilà, à partir de mes notes, je me suis dit, mais il y a du travail là. Il y a de Et la à l'époque, j'avais pas le temps. Donc, en prenant ma retraite, je me suis dit, bon, il y avait des projets, un projet de kaki en collégial, et des anecdotes. J'écris beaucoup d'anecdotes, j'écris beaucoup de chroniques. J'en ai des centaines de pages, comme ça. Je me suis dit, tiens, voilà, il y a le proverbe qui arrive, je vais travailler dessus. Mais je croyais que c'était une partie de rigolade. Hein. Au départ, je disais, bon, le proverbe, ben voilà, je vais essayer d'expliquer et tout. J'ai commencé à lire. Un monde, c'est un monde à part. Alors, qu'est-ce qu'un proverbe? Qu'est-ce qu'un proverbe? واحد يقول لك هكذا واش يجيب الصور للزرب. Et on nous présente ça comme un proverbe, hein, alors que ça n'en est pas. Oui. Et qui présente dans les différentes conversations quotidiennes entre femmes, etc. Qui m'a قال الشاب, bon, je ne cite pas le nom, واش يجيب الصور للزرب. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. ما قالش الشاب هذيك ماشي تاع الشاب واش يجيب الصور للزرب. سي un hémistiche d'un vers du قصيد يا الزرق الحمام de Mohamed Belkheir qui était le compagnon de Cheikh Bou'mama. Donc il a écrit ce qassid dans le dernier quart du 19e siècle, 1800 et quelques. Et Mais ce n'est pas un proverbe. ce n'est pas un proverbe. Je vais vous dire pourquoi. Parce que
Ce qasid a été interprété d'ailleurs par Blaoui Loueri, par Ahmed Sadr, il y a le Zaraq Would el Hamam, Diousaya, etc. Bon, c'est ça. Et il lui dit Wash yjib sur le Zarab. Ce n'est pas un proverbe parce que le proverbe, il est difficilement défini. Il est difficilement abordable en quelque sorte du point de vue de la définition. Alors, il y a un grand parémiologue, la parémiologie c'est l'étude des parémies, les parémies c'est les axiomes, les sentences, etc., dont les proverbes aussi. Qui est Wolfgang Mieder, il a posé une question à 55 personnes. Il l'a obtenu, et la question est très simple. How would you define a proverb? Comment définiriez-vous un proverbe? C'est la question que je voulais vous poser d'ailleurs. Comment définir un proverbe? Qu'est-ce qu'un proverbe? Voilà, Mieder va répondre. Enfin, les 55 vont répondre à ma place. Et qu'est-ce qu'il a obtenu? 55 définitions différentes. Alors, comment faire? Il y a un autre ponte, un must, c'est-à-dire il est incontournable en matière de proverbes, de parémiologie, qui a rédigé une longue analyse, qui s'intitule The Proverb, le proverbe, qui est Archer Taylor. Il commence par dire le proverbe est impossible à définir. Mais il a écrit un bouquin, impossible à définir. Alors comment ils ont fait? Ils ont essayé de cerner le proverbe. Ils l'ont cerné avec des caractéristiques. Et ces caractéristiques, toutes les caractéristiques ne font pas consensus. Donc ils se sont mis d'accord sur celles qui font consensus. Et c'est à partir de là, c'est en quelque sorte une grille de lecture, pas une grille de lecture, une grille de sélection. Oui. Ce qui est proverbe, ce qui est non-proverbe. S'il satisfait ces caractéristiques-là, il est proverbe. Donc c'est un peu conventionnel. Oui. D'accord. Oui. Et c'est dans ce sens. C'est codifié dans ce sens-là que je suis parti. Exactement. Je n'avais pas la prétention d'en inventer d'autres. Oui, oui. Et parmi les caractéristiques, justement, il y a la première caractéristique, il y a ce qu'on appelle l'anonymat. L'anonymat, ça veut dire que le proverbe n'a pas d'auteur. Dès qu'une expression proverbiale, aussi géniale soit-elle, a un auteur, elle n'est pas proverbe. Pourquoi? C'est génial comme idée, hein? Parce que l'anonymat permet d'éliminer l'appropriation du proverbe par un individu. Exactement. Ou bien par un groupe. Oui. Ça devient un patrimoine partagé. Exactement. Commun. Oui. Donc tout le monde peut en parler. Il ne doit pas être attribué à une personne précise. Tout à fait. Tout à fait. Et on a, par exemple, quand on dit Galou Louela, ou elle dit Galou, et Goulou. Galou, exactement, c'est vrai. Bon, et on énonce. Ouais. Bien, on déclame un proverbe. Là, on lui donne une aura de sacré. Oui. Parce que la sagesse est au summum. Exactement. Oui. Donc on ne peut pas y échapper. Ce n'est pas comme une citation. Je n'essaie pas de faire d'exclure la citation dans l'entreprise, hein, pas du tout. Oui. Elle est utile. Mais la citation, tout dépend de sa teneur. Il y a des citations qui disparaissent rapidement, qui sont remplacées par d'autres. Parce que les courants, les mouvements de management, etc., même politiques, idéologiques et tout, sont concurrentiels. Donc ils changent une virgule. Tout change. Voilà. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y avait une anecdote que vous m'avez racontée en amont de la préparation de cette émission qui m'a fasciné. C'était durant une session de formation que vous faisiez à la Sonatrach. C'est une sorte de test de remplissage de bac d'eau. Tout à fait, ouais. Et il y avait un participant qui avait résumé le tout en un proverbe. Tout à fait. Parce que on fait ça et on trouve que c'est creux, ou bien c'est plein. La sphère, hein. Oui. Et lui, il me dit, le bir l'amr ma yatkellem.
Exactement. بير العامر ما يتكلم. C'est vrai en plus. بير العامر ما يتكلم. Des tas de proverbes comme ça. C'est-à-dire qu'on peut passer une journée à discuter de ces proverbes-là. Mais mon souci, c'est pas de faire une liste de proverbes, parce que ça a déjà été fait. Exactement. Moi-même, mon corpus exploite justement des collections. Donc je n'avais pas à chercher. Bon, j'en ai cherché quelques-uns, mais dans mon jeune âge. Mais maintenant, je ne cherche plus. Il y a des gens qui ont travaillé là. Et il faut partir justement sur cette base-là. Il ne faut pas éliminer les collections. Exactement. Mais par contre, je pense que vous êtes le pionnier qui a intégré le proverbe algérien dans la culture de l'entreprise. Enfin, disons que j'ai essayé de confronter le proverbe à la culture d'entreprise, mais sur deux axes particuliers, c'est-à-dire la communication et la formation. Pas pour d'autres, même si j'aborde comme ça brièvement quelques éléments de management, mais le plus important c'est la communication et la formation. Parce que lorsque vous commencez une séance de formation, généralement, bon, en français par exemple, les Français qui copient sur les Américains, sur les Anglo-Saxons d'une manière générale, et nous disent briser la glace, n'est-ce pas? Alors comment briser la glace? Parfois on lance quelques citations, moi je lance des proverbes. Je fais, lors d'une communication, je pars sur autre chose. Au lieu de rester dans le classique, je dis, comme Regdin ou les Gadin, des trucs comme ça. Gadin, ah bon, comme Gadin, vous êtes sûr? Est-ce que vous pouvez tenir jusqu'à la fin? Sobromaya, Sabrinel. Voilà, comme ça. Ça facilite. C'est-à-dire, pourquoi le proverbe dans l'entreprise? Pourquoi le proverbe dans la formation et la communication? Pour moi, ça coule de source. Deux choses, ou plutôt une essentielle. Quand on parle la langue de l'autre, il se sent dans sa zone de confort culturel. Bon, déjà, pour donner une idée à nos chers téléspectateurs, on parle bien sûr de votre ouvrage, le proverbe algérien dans la culture de l'entreprise. C'est un ouvrage qui déjà a été assez laborieux à écrire, j'imagine. Quand même, c'était 3 ans. Qui a été laborieux à écrire. Quand même 3 ans de travail acharné. Oh, c'était passionnant, laborieux. Bon, avec la passion. Avec toute la recherche qu'il faut aussi. Oui, mais la recherche, ça fait partie de la passion aussi. Que je me souviens de la citation. C'est une citation très longue, je ne me souviens plus. René Descartes. Mais aussitôt que j'eus achevé tout ce cours d'études au bout duquel on a coutume d'être sur rendez-donc, je me rendais à l'évidence, je me rendais compte que plus j'avançais dans que je découvrais mon ignorance. Chez Dirbia, qu'est-ce qu'il va faire? Quel est l'apport d'une citation comme celle-là? Quel est l'apport d'une citation longue? Les citations courtes, on les prend. Lorsqu'elles vont dans le sens, d'abord, des objectifs de l'entreprise, de la stratégie de l'entreprise et de la politique de l'entreprise qui est intrinsèquement liée à la politique du pays. On le voit par exemple au Japon. Comme au Japon. Comme au Japon, vous avez même les termes au Japon, même la terminologie qui est utilisée par exemple par Toyota. Les caractéristiques de la... Dans le lean management, tu as le Muda, qui est d'ailleurs c'est le principe, c'est le principe du lean management, c'est le gaspillage, les gaspillages. Tu as le Kaiser, ils utilisent leurs propres termes. Est-ce que vous avez justement à ce niveau-là, est-ce que vous avez rencontré des résistances de la part de managers d'entreprise lors de sessions de formation où ils vous disent de préférence éviter tout ce qui est populaire, proverbe, etc. Non, pas du tout. Au contraire, on est très ouvert par rapport à ça. Pas du tout. Parfois, même, je me souviens que même lors de certaines réunions que nous avions, pas de formation, des réunions de travail, disons le job leader ou bien le directeur, ça dépend, la personne qui présidait à la réunion lançait
des proverbes comme ça. Hein. Parfois des expressions proverbiales, ce n'était pas des proverbes. Ouais. Mais au moins la culture était là, la culture endogène était là. Exactement. C'est-à-dire, c'est pas... Voilà. Quand on voit justement la richesse de ce patrimoine, notamment quand on lit, c'est très poétique, très riche, ça a sa propre syntaxe. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie le fait que ça ne soit pas assez valorisé aujourd'hui? Bonne question. Ben oui, pour... comment dire, il nous fait rire aussi. Hein. Un grand acteur. Ouais. Un grand acteur. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est très pertinent comme question parce que d'abord c'est exprimé dans une langue autochtone, Oui. dans une langue des citoyens, du peuple. Oui. Et depuis longtemps, cette langue, qui est l'algérien, a été déclassée au rang de langue vulgaire par rapport à la langue arabe classique. D'ailleurs, je me demande qui parle arabe classique ici. Je peux faire le tour des tables. D'ailleurs, c'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose. C'est l'arabe est une langue et l'algérien en est une toute autre. Ce n'est pas un dérivé de l'arabe. Disons que c'est influencé. Il y a de l'interculturalité partout. Oui, On ne exactement. peut pas dire que l'Algérien est né comme ça. Oui, bien sûr. Bon, il a la structure Sherigan, on en parlait, qui est un auteur algérien. On en a parlé. Il a parlé de la structure et de la sémantique, du champ sémantique. Alors la structure, elle est propre à l'algérien, mais disons le champ sémantique, on y a puisé dans l'art classique. Oui. Pas de problème. Oui. Comme il a puisé aussi du turc. Et on a puisé également dans le français. On a puisé dans l'espagnol. On a puisé dans le turc parfois. Oui, absolument. Enfin, ces brassages linguistiques ont fait que l'algérien en tant que langue, hein, la langue algérienne, s'est enrichie. À présent, M. Brachid, j'aimerais revenir sur une autre facette de votre carrière. C'est le chercheur passionné du théâtre algérien, notamment de Ould Abdelrahman Kaki. Vous avez notamment participé à un ouvrage collectif sur Ould Abdelrahman Kaki, une école de théâtre algérien. Parlez-nous un peu de cet ouvrage. Donc, avec Ould Abdelrahman Kaki, mon histoire monte à 1985. En 1985, j'accomplissais mon service national au ministère de la Défense. Et le soir, j'allais au café de la place de l'Opéra. Et là, je rencontre un soir un grand ami, Ahmed Hamoumi, Allah yarhamah. Il était professeur de théâtre et d'art dramatique à l'université d'Oran. Et bon, on s'est dit, qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je lui dis, j'accomplis mon service. Et lui, il me dit, moi, je suis membre du jury du premier festival du théâtre professionnel. Il dit, tu rentres pas? Je lui dis, bon, il n'y a pas de billet, c'est vrai. Et il me donne une invitation, avec la promesse que le lendemain, il allait me ramener d'autres invitations. Donc, quand je rentre, il n'y a pas de place. Il me met avec eux sur un balcon où il y avait les membres du jury. Et c'est là qu'il me présente Ould Abdelrahman Kaki. Donc, on discute un peu le temps que la pièce commence, etc. Je vais te dire, il est très, très curieux. Il y avait d'autres membres également que je connaissais qui étaient professeurs à l'université d'Oran. Et depuis ce temps-là, c'est-à-dire pendant le festival, j'ai vu toutes les pièces. Donc depuis ce temps-là, je ne l'ai plus revu. Jusqu'en 87. En 87, je me suis inscrit en magistère. Donc je devais travailler sur une étude comparative entre l'œuvre de Ould Abdelrahman Kaki et Wole Soyinka.
un auteur, enfin un dramaturge nigérian, prix Nobel, oui, prix Nobel de 1986, prix Nobel de littérature, 1986. Et j'allais donc voir avec mon mentor en quelque sorte, avec mon directeur de thèse, ce qui est le professeur Sidi Mohamed Akhdar Barka. Je lui ai dit voilà mon ambition, etc. Et il m'a dit tu vas voir Kaki. Tu vas voir Kaki, voilà. Je vais le voir, il était directeur donc, du théâtre d'Oran. Il m'accueille les bras ouverts, toute l'amabilité qu'on connaissait. Et toute l'aura aussi, l'aura de... Ah oui, Kaki c'est un monument. Oui. Kaki c'est un monument, c'est-à-dire un monument du théâtre algérien. Oui. ما كانش ما تنجمش تهضر على تhéâtre algérien. خليني من les théâtres Oui, qui sont plus ou moins influencés par d'autres. Mais lui, il a innové. Oui. C'est le seul, enfin c'est le seul, non, c'est le premier, disons, Oui. qui a ramené la halqa Oui. dans le théâtre. Et puis d'autres ont suivi. Oui. Il a enraciné dans la culture algérienne. Tout à fait. Il devient un théâtre algérien. Tout à fait. Tout à fait. Tout en gardant, tout en s'ouvrant sur l'universalité. Exactement. Parce que lui, Stanislavski, Grotowski, et Brecht, il connaît. C'est pas quelqu'un qui élimine en quelque sorte. Ils sont inspirés. Ils sont inspirés. Ouais. Ils l'ont fait des outils. Voilà, ils ont fait des outils didactiques pour pouvoir. Parce qu'il faut dire, il faut préciser que le théâtre de Kaki est essentiellement centré sur la formation. Ouais. Et il a d'ailleurs monté Avant Théâtre. Avant Théâtre, qui est une œuvre où il n'y a pas de trame. Il n'y a pas de trame. Elle se compose de 3 tableaux qui est filet, voyage et cabane. Il n'y a pas de trame. D'accord. Comment joue-t-on? C'est de l'absurde. Ouais. Il s'est inspiré de l'absurde. Bon, là, tu trouves de tout. Hein. Oui, oui. Et il l'a joué à Paris, en 347, théâtre 347. Je ne sais pas, en 67, 66, je n'ai pas la date exacte. C'est une pièce hybride. Pas hybride, c'est-à-dire c'est de la formation. Quelque chose, tout est formation. Et par l'absurde. Et on comprend tout. Parfois, il n'y a pas de dialogue, rien. Et là, J. Sondier, qui était un critique du théâtre, a écrit dans sa chronique « Comédien de Paris, venez apprendre votre métier au 347. » Parce que Kaki est passé par là. Incroyable. C'est dire. Bon, et puis mon aventure s'est arrêtée parce qu'il m'avait dit à l'époque que toute son œuvre était au niveau du TNA et que le jour où elle serait libérée, enfin libérée ou restituée, il allait la rendre disponible. Malheureusement, bon, ça n'a pas pu... Je suis revenu à quelques reprises. Alors ça n'a pas marché, d'une part parce qu'il n'y avait pas de matière, d'autre part parce que moi je n'ai pas été libéré par l'entreprise pour pouvoir faire mon magistère. Ouais. Voilà. Monsieur Barrached, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir déjà de vous écouter je vous remercie. Et d'échanger avec vous. Brièvement pour finir, on voit aujourd'hui malheureusement que certaines personnes qualifient la culture algérienne, notamment populaire, notamment le proverbe algérien, de dater, de figer dans son époque, de ne pas adapter, de ne pas être adapté à la jeunesse d'aujourd'hui. Que pouvez-vous répondre par rapport à ça, vous qui avez fait un travail de longue haleine sur le sujet? Disons 2 points. Le premier, il est technique. Le second, il est intellectuel. Donc, le technique. Parce que dans l'étude du proverbe, il y a ce qu'on appelle la transposabilité. Transposabilité, cela veut dire que tu peux prendre un proverbe et le transposer, c'est-à-dire le sortir de son contexte d'origine pour le mettre dans un nouveau contexte. Mais tu exprimes la même morale, la même sagesse. Un exemple. Là, on était jeunes, on s'amusait, on entendait d'abord les fikr ben yakhaf min nar.
D'accord. Les Vikercha, Tben, ils cafent maintenant. Mais à notre époque, Tben déjà a commencé à disparaître. Moi, je suis né à Al-Hamari, il y avait un peu de Tben. Et arrivé à Delmonte en 62, il y avait moins de Tben. Et puis plus tard, il n'y a pas de... Exactement. Comment faire? Je vais continuer à dire ça. Mais pourquoi on dit ça? اللي فكر شاه تبني يخاف من النار سي باسكو واحد اللي دار شي حاجه هو كيخاف يكره من بعد ولينا رديناها حنايا اللي فكر شاه الكيروزان يخاف من الصهد باسكو لو فليو دو لا كوربسيون ايتي انتونس دونك سي دو كيروزان سي با يونيكمون تبن ودير لها النار دونك tu vois un peu la métaphore. Et puis le deuxième aspect, il est un peu intellectuel. Quand on nous dit que ça date, etc. Oui, François, je suis fier d'être Qadim, de toute manière. Je suis fier d'être Qadim parce que j'espère que beaucoup de jeunes auront mon âge. J'espère. Beaucoup de jeunes atteindront mon âge déjà. Il est Qadim, on se dit, voilà, tu as, par exemple, tu navigues à vue. Bon, ça peut te mener quelque part, mais tu ne sauras jamais où tu iras. Et comme pour conclure, le proverbe africain, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Sur ces belles paroles, je vous dis merci beaucoup, Monsieur Mohamed. Merci à vous. C'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui au Café des Arts et pour un sujet aussi important que notre culture algérienne, vaste et riche. Merci à vous. Comme guise de conclusion, je vous demanderai de bien vouloir nous dédicacer cet exemplaire. Oui, au nom de tous mes amis là. Exactement. Merci encore à vous, Monsieur Brached, et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous aussi vous êtes artiste et que vous vouliez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter via cette adresse mail qui s'affiche juste en bas de votre écran. Nous nous ferons un plaisir de vous contacter dans les plus brefs délais. D'ici là, prenez bien soin de vous et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.